9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio, avec ce sujet de Trump aujourd'hui. Parce que même cette fois-ci, c'est sûr, autant il y avait du suspense il y a 2-3 jours, un vrai faux suspense d'ailleurs, bien sûr. Et bien maintenant, que va-t-il se passer? Mais on va revenir quand même, avant de voir ce qui va se passer, on va revenir et essayer d'analyser avec Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis et Éric Tegner du média Frontières sur aussi la couverture, peut-être par les médias français et la façon de voir les choses, bien sûr. Ça, c'est particulièrement effectivement intéressant. Et d'ailleurs, vous avez des reportages qui sont intéressants dans votre magazine, hein, le média Frontières, qui est sorti il y a quelques jours avec cette une, l'homme à abattre. Alors ça, c'était avant, donc c'est provocateur. Vous allez nous dire ça dans un instant. Mais voyons aussi ce qui se passe autour d'Israël, Clément Barguin, parce qu'il y a beaucoup de choses. La France qui convoque l'ambassadeur d'Israël à Paris après un incident diplomatique à Jérusalem, incident en marge de la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est là-bas, des policiers israéliens armés sans autorisation qui sont entrés sur un site de pèlerinage qui appartient à la France, c'est les Léona. Et 2 gendarmes français ont été également interpellés, Clément Barguin. Et on va parler aussi des incidents autour des matchs de football. Hein. Mais d'abord sur ce qui s'est passé là. Oui, la scène a été filmée par l'AFP, une vidéo dans laquelle les policiers israéliens empoignent l'un des 2 gendarmes français en le jetant au sol avant de l'emmener menotté dans une voiture de police. Ne me touche pas! Don't touch me! Un responsable israélien affirme que les 2 gendarmes français ont été arrêtés car ils n'étaient pas en uniforme, qu'ils n'avaient pas montré leur carte diplomatique. Sauf que les forces de sécurité israéliennes armées ont pénétré dans l'Éléona sans autorisation. Le ministre des Affaires étrangères dénonce un incident grave. Cette situation est inacceptable. Cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Les autorités de l'État hébreu, elles se justifient. La présence des policiers israéliens répondait au protocole de sécurité habituel. Affirmation démentie par des sources diplomatiques françaises qui affirment qu'ils avaient été indiqués qu'aucune sécurité armée israélienne ne serait autorisée sur le site. Oui, et puis toujours concernant donc Israël, il y a ces violences qui ont éclaté à Amsterdam hier soir en marge du match de football Ajax, Maccabi, Tel Aviv. Hein. Ouais, des supporters israéliens ont été violemment attaqués en quittant le stade. Plusieurs d'entre eux ont même été poursuivis jusqu'à leur hôtel. Il y aurait une dizaine de blessés, une 60aine de personnes ont été interpellées. Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof dénonce des attaques antisémites inacceptables. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté ordonné l'envoi de 2 avions à Amsterdam pour secourir les supporters du Maccabi Tel Aviv. Des affrontements qui forcément inquiètent les autorités françaises. Une semaine avant le match France-Israël qui doit se tenir au Stade de France, ce sera jeudi prochain. Oui, absolument, toujours ces tensions. Merci Clément Barguin, Alex Darmon et Éric Tegner. Commentaires évidemment, et notamment sur ce match qui va avoir lieu la semaine prochaine à Paris. Hein. Oui, d'abord sur ce qui s'est passé hier en Israël, sur l'empoignade entre les policiers israéliens et les gendarmes français. Juridiquement, les Israéliens n'avaient rien à faire là. Voilà. Ouais. Juridiquement, donc les Français sont dans leur bon droit de dire que ce n'est pas normal ce qu'il s'est passé. Maintenant, dans le contexte actuel, sur le terrain aussi, on peut aussi penser et se dire qu'il peut y avoir une certaine tension et que c'était pas volontaire et que c'était pas une défiance, premièrement. Et deuxièmement, il faut peut-être pas dramatiser la chose non plus. L'ambassadeur a été convoqué, l'ambassadeur israélien à Paris. Donc on verra ce qui se passera dans les jours qui viennent. Mais juridiquement, les policiers israéliens n'avaient rien à faire là. Voilà. Et Éric Tegner ? Moi, je rejoins ce qui a été dit. En même temps, j'espère que ça ne se reproduira plus.
parce qu'on est aussi allié d'Israël. Ce n'est pas pour se retrouver à avoir nos policiers qui sont traités de cette façon-là. On pense souvent, parfois naïvement, qu'étant français, on peut être protégé. Moi, ce qui me surprend, c'est pas tant qu'au début, il y ait une intervention, qu'ensuite, le fait que ces policiers soient mis quand même au sol et qu'il n'y ait pas de la part des policiers israéliens, même l'inquiétude de se dire on est en train de toucher à des Français. Et là-dessus, je salue la convocation de l'ambassadeur pour le coup, et je pense qu'il faut vraiment taper du poing sur la table, parce qu'il y a un minimum de respect à avoir. On peut peut-être sentir aussi la tension sur place, sur des mesures de sécurité qui sont maximales. Non, mais ça n'a pas justifié ce genre de choses. Et je pense qu'il y a une tension inverse à avoir, c'est on ne touche pas aujourd'hui à nos officiels français, point. C'est ça, mais c'est un quartier très spécial à Jérusalem, effectivement, c'est un quartier très tendu, mais ça ne justifie pas. Après, quand on remonte un peu dans l'histoire, souvent dans l'histoire, quand vous avez des visites d'hommes politiques ou de responsables politiques français, particulièrement, c'est vrai que c'est pas les mêmes mentalités. C'est là où, pour le coup, on est plutôt, entre guillemets, sympathique à l'égard d'Israël depuis plusieurs mois en n'en parlant pas, mais c'est quand même vrai qu'en Israël, parfois ça arrive de se retrouver bousculé, parfois ça arrive que les chrétiens aussi soient bousculés là-bas, etc. On essaye de pas trop en parler parce qu'on est en soutien vis-à-vis d'Israël, mais c'est une réalité quand même de tension. Les chrétiens, et ça, il ne faudrait pas le cacher. Les chrétiens, je ne sais pas. Non, mais les politiques français, c'est vrai qu'il y a une tension, il n'y a pas la même méthode de protection et sécuritaire. Souvenez-vous, Jacques Chirac, bien sûr, et Emmanuel Macron aussi, à chaque fois, sur la sécurité autour des visites et des délégations étrangères, les visites d'État. Sur le match, enfin ce qui s'est passé hier soir à Amsterdam, il y a eu l'autre jour aussi, même chose du côté de la Hongrie, lorsque... au Parc des Princes, il y a quelques jours, au Parc des Princes, vous avez une banderole, un tifo, pareil, Free Palestine, c'est les phrases qu'on entend hier sur les vidéos à Amsterdam, Free Palestine pour les enfants à Gaza, et vous avez un lynchage. C'est du lynchage, ce qui s'est passé hier soir, dans les rues d'Amsterdam. Demain soir, c'est la nuit de cristal, Eric Roger. C'est la commémoration de la nuit de cristal. Et hier soir, vous avez des supporters israéliens au sol, tabassés. Mercredi soir, au Parc des Princes, je suis supporter du PSG depuis que j'ai 8 ans. J'étais là en 96 pour la victoire. Je suis abonné au Parc des Princes. D'accord ? J'étais pas au Parc des Princes mercredi soir pour des raisons personnelles. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce stade. Mais voilà, parce que vous pensez qu'il y a eu une forme de complicité. Mais vous pouvez pas avoir un tifo de cette taille-là et le club ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. C'est pas possible. Ou alors il fait pas son travail. Voilà. Donc à partir de là. Ou alors des complicités. Mais moi je vais vous dire, moi je suis pour la paix. Mais sincèrement, je suis pour la paix. Il y a pas de problème. Mais en fait, je vais pas au stade de foot pour qu'on parle de politique. C'est assez, on m'en parle tous les jours. On en parle ici, c'est notre métier, il n'y a pas de problème. On donne notre avis. Mais c'est pas au stade de foot, dans un stade de foot en France, qu'on doit parler de ça. Et je suis très inquiet pour ce qui va se passer la semaine prochaine au Stade de France. Et c'est une jauge de moitié. Ça, on le dit pas assez. Le Stade de France fait 80 000 personnes. On nous dit déjà qu'il va falloir réduire la jauge de moitié. Pour un match de foot. 40 000. Ouais, pour un match de foot. Bon. Est-ce que ce qui s'est passé au JO, rappelez-vous. Ce qui s'est passé au JO, vous avez une délégation israélienne qui était trimballée avec 100 camions de CRS pour du sport. Bon. Éric Tegner. Vous savez, on nous bassine tout le temps en disant on va faire des rapports sur l'entrisme islamique dans le sport, etc. Il n'y a pas besoin de rapport. On se retrouve avec le Paris Saint-Germain, ça fait des années qu'on le dit, qui a été acheté par le Qatar. On connaît l'influence du Qatar, notamment par rapport au Hamas. Le PSG aujourd'hui, c'est le premier organe d'influence des responsables politiques français. Et ça, on le voit et c'est extrêmement clair. Et effectivement, la banderole est tellement immense, c'est pas une banderole fait main. C'est une évidence que justement le Paris Saint-Germain était au courant de ce qui allait se produire. Ou certains, en tout cas, au Paris Saint-Germain, peut-être pas. On va forcément se retrouver avec le Big Boss qui va dire j'étais pas au courant, il va faire sanctionner, mais à un moment non, ça traduit quand même quelque chose. Ça traduit cet entrisme et ça traduit surtout qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire sans avoir peur, parce que c'est progressif ce qu'ils font à chaque fois. Et ça finit effectivement en ratonnade aux Pays-Bas. On se retrouve ce matin avec Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, qui dit que c'est pas grave parce que c'était des mecs d'extrême droite qui se sont fait tabasser. Toujours la même rhétorique. Antoine Léaumont également était l'invité de LFI, était l'invité sur Sud Radio, et on a parlé tout à l'heure aussi avec Jean-Jacques Bourdin, évidemment. C'est inquiétant en tout cas avant ce match de jeudi soir au Stade de France. J'imagine les conditions de sécurité, bien sûr, mais quand vous avez vous l'avez dit, Antoine Léaumont, même Louis Boyard qui appelle à manifester avant les matchs, que nous-mêmes les médias, et on va en parler dans quelques secondes sur Trump, on montre des images de 40 personnes qui manifestent devant la Fédération française de football, et on en fait un événement pour la non-venue de l'équipe d'Israël. En Belgique, il y a quelques semaines, le match a été délocalisé. Voilà. En France,
en 2024, on va peut-être arriver à devoir délocaliser un match de football qui dans les instances de l'UEFA. Rappelez-nous ce qui s'est passé pour les auditeurs sur la Belgique où ce match a été délocalisé. La Belgique, ils ont délocalisé le match d'Israël en Hongrie, je crois, ou je sais plus où, dans un autre pays pour faire ce match parce que les Belges ne voulaient pas accueillir l'équipe de l'État d'Israël sur son sol. Vous vous rendez compte? Surtout en Hongrie. Vous vous rendez compte où nous en sommes en fait aujourd'hui? La vérité en face, on se dit les choses, on en parler. Si vous voulez réagir d'ailleurs, 0826 300 300. Dans un instant, on file aux États-Unis. On va vous parler de Donald Trump et puis de la vision en fait aussi que l'on a en fait du pays. Elle est parfois faussée vue d'ici. Est-ce que les médias ont bien couvert cette élection? Alors on n'est pas là forcément pour porter des jugements, mais tout de même, il y a quelques interrogations. 9h35, la vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio. This will truly be the golden age of America. La vérité en face. That will allow us to make America great again. Patrick Roger. La vérité en face, Donald Trump, vous l'entendez. Vous allez continuer de l'entendre parce que évidemment, il prendra la tête de la Maison Blanche officiellement donc au mois de janvier, le 20 janvier. Mais d'ici là, il y a déjà eu beaucoup de téléphones avec les chefs d'État un peu partout. Emmanuel Macron l'a appelé, bien sûr, et sans doute il est en train de constituer son équipe. On va le voir dans les jours qui viennent. Mais il faut revenir quand même aussi peut-être sur ce vote. On avait annoncé que ça allait être très serré. Certains aux États-Unis, pas tous, mais certains nous disaient. Sur Sud Radio, notamment, il y avait l'un de nos témoins experts auditeurs en fait qui était sur place, qui nous disait mais quand il y a certaines enquêtes et notamment avec la data qui montrent que finalement Trump pourrait l'emporter et beaucoup plus largement parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'explications, mais il y a des démocrates qui ont voté républicain, Éric Tegner. Ah, bien sûr, ça je pense qu'on pourra en parler, c'est la question de ces minorités qui habituellement sont acquises aux démocrates et qui ont largement basculé chez les républicains. On parle des latinos, ils votaient près de 26% en 2016 pour Trump, c'est 45% pour cette élection, donc c'est majeur. Ce sont également les musulmans dans le Michigan aussi, qui se sont fracturés entre ceux qui n'ont pas voté pour Kamala Harris et qui ont voté pour Jill Stein par exemple, et ceux qui ont voté républicain. Et il y a la question des votes des femmes, on s'est retrouvé quand même avec 57% des femmes en 2020 qui votaient Biden, uniquement 53% pour Kamala Harris qui pourtant était une femme, alors qu'on ne cessait d'entendre dans les médias français que tout se jouait sur la question de l'IVG, et finalement ça s'est avéré faux parce que Trump dans cette campagne était bien moins caricatural qu'il l'avait été auparavant. Ouais, c'est ça, mais on l'a présenté peut-être de façon trop caricaturale ici, parce qu'il a quand même quelques traits bien forcés de cette caricature quand même. Oui, mais après il a gagné. D'abord il a gagné très facilement, il faut l'avouer, c'est réel, mais je pense qu'il a gagné aussi parce qu'en face de lui, je suis désolé, mais elle n'était pas au niveau. Voilà, elle n'était pas au niveau. Comme Joe Biden n'était pas au niveau. Je vais vous poser une simple question. C'était quoi son slogan de campagne à Kamala Harris? Kamala Harris, C'était quoi son slogan de campagne? Non, mais c'est for the people. Voilà. Et c'était pour le peuple. Et personne ne l'a retenu. Quand on a enregistré en communication le slogan de campagne de Donald Trump. Bon, Donald Trump fait une bonne campagne. Vous savez, moi je trouve que le basculement de cette campagne, c'est cette phrase de Donald Trump qui dit « Pas besoin de stars, nous avons un programme ». Voilà. Quand elle était là et qu'elle balançait Jennifer Lopez et toutes les autres stars de son côté lors de ses meetings, on en parlait depuis des semaines, on disait attention, et c'est un écran de fumée en fait, il se passe rien. Voilà. Même si dans la dernière ligne droite, les stars et Hollywood étaient un petit peu plus discrètes quand même. Vous avez eu 2 jours avant Jennifer Lopez, Robert De Niro, bien sûr, quelques-uns, mais plus discrètes parce que c'était en train de tourner, et donc ça voulait bien dire que le programme, que la campagne, que son déroulé de campagne n'était pas bon, elle n'était pas préparée. Elle a payé aussi le fait que elle n'était pas préparée et amenée à devoir faire cette campagne, qu'elle l'a subie en quelque sorte. Et je suis désolé aussi, là, le coup de génie de Donald Trump, c'est d'avoir refusé les débats. Il en a fait un, il a vu qu'il était en position de délicatesse, entre guillemets, et il en a pas fait d'autres. Et il a gagné comme ça. Il a parlé en faisant des démonstrations de force. Elle avait été pas mauvaise, en fait. Il dit quelque chose des États-Unis aussi. Attention, moi je dis pas qu'il dit rien et que c'est juste parce que c'est elle qui était mauvaise. Non. Il a gagné sur tous les territoires et il a réussi à isoler et à comprendre les problématiques. Il avait déjà réussi à le faire il y a 8 ans. On ne voulait peut-être pas montrer aussi la réalité de ce qu'était l'Amérique. Sans doute. Alors là-bas, et dans certains médias peut-être. Et puis nous en France, dans Frontières, votre média, Éric Tegner, par exemple, vous avez ce reportage
au cœur de l'Amérique de Trump, où on voit que, évidemment, il était encore extrêmement puissant, quoi, et que il y avait de l'adhésion, quoi. Bien sûr, vous savez, moi je vais vous dire, même à droite, nous quand on a choisi de faire une couverture sur Donald Trump en l'intitulant effectivement l'homme à abattre, où dans mon édito j'expliquais comment effectivement on n'était pas en train de voir ce qui se passait aux États-Unis. Même à droite, les gens venaient me voir en me disant t'en fais peut-être un peu trop, attention, tu vas te cramer, parce qu'il y avait cette peur. C'est-à-dire, on l'a vu au sein du camp national, certaines personnes, même du Rassemblement national, qui étaient bien plus prudents qu'en 2020 et en 2016. Tout le monde pensait, y compris dans les anciens partisans de Trump, qu'il allait perdre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, et il faut le dire, une campagne de propagande massive de la part du service public, de la part de France 2, de la part de certains médias que je ne citerai pas, qui tendaient justement à refuser la réalité du terrain. Ils envoyaient des dizaines et des dizaines de reporters sur place et ils n'ont pas vu cette déculottée. Parce qu'aujourd'hui, en plus, auprès d'un électorat souvent qu'ils suivent, c'est-à-dire justement ces minorités. N'ont pas d'influence sur le vote. Ça en dit long sur la capacité à des médias de prétendre qu'ils connaissent la vérité et à se tromper aussi massivement. Parce que, vous savez, Patrick, ce n'est pas juste une histoire du Kamala Harris, ça fait une mauvaise campagne. On se retrouve en fait sur une campagne d'adhésion véritable à un Donald Trump. Il n'est pas élu par surprise comme en 2016 où on aurait pu se dire par surprise, il n'avait pas le vote populaire. Ça faisait depuis 2004 que les républicains n'avaient pas eu le vote populaire. Il a fait plus de 5 millions de voix par rapport à Kamala Harris. Les gens connaissaient ils ont vu ses excès de 2020 jusqu'à 2024 et ils l'ont rechoisi à nouveau. Il a réussi à convaincre des démocrates de voter pour lui. Donc on est sur une adhésion et on est sur un phénomène de fond que moi j'avais essayé de montrer parfois où je me faisais caricaturer en parlant de l'immigration, en disant que c'était fondamental. On s'est retrouvé avec des latinos qui eux-mêmes sont inquiets de l'immigration parce qu'ils pensent qu'il faut stabiliser la situation. On a vu l'importance de l'inflation et de la situation avec énormément de gens qui disaient justement que sous Donald Trump entre 2016 et 2020, la situation économique était bien mieux. Et effectivement, ils ont essayé, les médias français, de caricaturer Donald Trump. Ils n'ont pas su voir l'impact qu'avait, par exemple, le livre et la biographie de la femme de Donald Trump qui s'est prononcée pour justement l'IVG, etc. Ça, ils ont refusé. Et ça en dit long quand même sur nos médias qui, en fait, encore une fois, même dans la nuit électorale, avaient du mal à voir. Se disaient certains titrés comme Libération, pourquoi Kamala Harris peut encore gagner. Ils n'avaient rien compris à ce qui était en train de se passer. Quand on titre comme ça, c'est qu'on se dit, oh là, pourquoi elle peut encore gagner ? Ça veut dire que, ça sent que c'est perdu, en fait, pour justement Kamala Harris. Mais vous savez, moi, là où je suis assez impressionné, c'est que Donald Trump, il donne une leçon quand même de résilience. C'est-à-dire que même ceux qui avaient vu ça, ils ne l'ont pas vu de façon aussi massive. J'étais en contact avec un journaliste d'un grand média qui était au QG de Donald Trump, qui m'a dit que même du côté des équipes de Trump, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi massif. Moi qui pensais qu'il avait toutes les chances de gagner, je ne le pensais pas non plus. Ça veut dire qu'on s'est censuré avec une Amérique aujourd'hui qui adhère véritablement aux idées de Donald Trump, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir dans les années à venir. Alex Darmon. Oui, parce que pouvoir, effectivement, Sénat et Chambre des représentants. Il a tout cumulé, mais la victoire est historique, il n'y a pas de débat. Et quand je dis que Kamala Harris n'était pas au niveau, ça ne veut pas dire que Donald Trump a gagné que pour ça. Effectivement, il y a eu une adhésion populaire du peuple américain à Donald Trump qu'on sentait venir depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Maintenant, dire que les Français n'ont pas vu venir cette chose-là, les médias français n'ont pas vu venir cette chose-là, je sais pas, culturellement, c'est sûr qu'il y a une différence complète. Enfin, rappelez-vous quand même, en janvier 2021, ces images du Capitole, c'est resté marqué dans les esprits français. C'est pas la même culture politique, c'est pas la même culture entre guillemets démocratique, et ces images ont marqué véritablement les médias. Et donc, par conséquent, peut-être qu'il y avait un parti pris de la part de certains médias français qui ne voulaient pas avoir Donald Trump. Depuis 2016, ce parti pris, où ils ont refusé de le voir également en 2016. Non, mais d'accord, mais c'est encore plus appuyé. C'est sur cette campagne électorale. Je ne vais pas citer les médias non plus, parce qu'on a tous dormi, on s'est tous réveillés en se disant qui va gagner. On a regardé, et c'est vrai que même sur des chaînes d'infos où on commençait à comprendre que Donald Trump avait gagné, on ne voulait pas le dire, on ne voulait pas rentrer dans l'analyse du débat de pourquoi il avait gagné, parce que c'était pas officiel. Emmanuel Macron a reconnu l'élection de Donald Trump avant que certains médias le fassent. Très vite. Non, mais pour imaginer. Et surtout, rappelle-toi, Alex, le débat quelques jours avant justement le vote aux États-Unis, ça n'était pas ça va être serré. C'était qu'est-ce qui se passe si Donald Trump justement n'est pas élu et qu'il conteste. Le plus grand danger, c'était vu ça. C'est-à-dire qu'on se projetait bien plus sur une potentielle défaite de Trump que sur la victoire. T'as raison, mais parce qu'on avait l'expérience et la mauvaise expérience de ce qui s'était passé en 2020. Et ça, c'est vrai que ça inquiétait tout le monde. Ça inquiétait tout le monde de savoir si Kamala Harris gagnait, si Donald Trump contestait comme il l'avait fait en 2020, qu'est-ce qu'il allait se passer. Mais c'est là où en plus
malheureusement ou heureusement pour d'autres, Donald Trump a été remarquable dans sa victoire. C'est parce qu'il a attendu vraiment que tout le monde la reconnaisse avant de se prononcer complètement. Parce qu'il sentait les choses et puis il avait des indicateurs. Donc ça veut dire qu'il était vraiment préparé. On a parlé de sa directrice de campagne qui a été très forte aussi. Ça a la été première très bien chef coordonné. de cabinet qui est une femme aux États-Unis. Quand on nous bassine que c'est un macho, sa directrice de campagne, celle qui a tout géré, était une femme, c'est une sexagénaire. Donc il faut faire tomber, parce que là je vois certains médias français qui repartent sur le côté du Trump, ça va être n'importe quoi dans les années à venir, c'est pas organisé, etc. Non, Trump il revient mieux organisé, mieux entouré pour les années à venir. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir peur de Trump? Alors d'un point de vue économique, en un mot, oui, non? Non. Oui, un petit peu. Bon, c'est ce qu'on va en débattre dans un instant sur Sud Radio, la vérité en face. Sud Radio, It's time to put the divisions of the past behind us. la vérité en face. God bless you and God bless America. Thank you very much. Patrick Roger. La vérité en face, je vous posais cette question dans notre débat du vendredi. Éric Tegner du média Frontières et Alex Darmon de la chaîne Les Indécis, la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas de Donald Trump? Vous me disiez non, vous, Éric Tegner. Oui, quand même un peu. Alex Darmon. Alors, expliquez-vous. Bien sûr. Je parlais du slogan. Il y en a. Quand je lis en fait beaucoup de journaux là, en France, il y en a qui disent oui, c'est un menteur, c'est un affabulateur, c'est un provocateur, c'est un personnage grossier, vulgaire. Donc oui, il faut en avoir peur. Non, mais il faut en avoir peur. Moi, je ne veux pas rentrer dans les considérations. Non, mais j'entends, mais je ne vais pas rentrer dans les adjectifs que vous venez. Oui, des fois, il exagère, quoi. Il est amazing, comme disent les Américains. Bon, voilà. Mais après, au-delà de ça, il faut en avoir peur quand vous êtes un Européen, parce que on parlait du slogan de campagne de Kamala Harris tout à l'heure. Le slogan de campagne de Donald Trump, c'est America First, quoi. Amérique en premier. Et donc, il fera tout comme il l'a fait entre 2016 et 2020 pour qu'économiquement, les États-Unis, mais même militairement, ne soient pas engagés ou mis en difficulté. Et donc, quand vous êtes un Européen, oui, vous devez avoir peur parce que il va favoriser son économie. Voilà, et à tous les niveaux. Non, mais même au sein du pays aussi. Alors c'est difficile parce que nous. Mais moi, je vis pas là-bas. C'était le débat. C'est vrai. C'était le débat qu'on a eu tout à l'heure. Oui, on va en reparler avec Éric Tegner. Mais je fais juste une petite parenthèse. Nous avions un Franco-américain qui vit dans l'Ohio justement juste après l'élection, qui était en pleurs l'autre jour parce qu'il nous disait, il me disait bon moi je suis un homme blanc, tout ça va, mais ma copine donc elle qui est d'origine alors il nous parlait pas en fait précisément de son origine, mais tout de même elle a peur et donc moi j'ai peur, quoi. Il se sentait effectivement c'était comme un tremblement de terre en fait pour lui, Éric Tegner. Je comprends qu'il y en ait qui ait peur. Moi je pense pour nos auditeurs que non, on ne doit pas avoir peur. On parle souvent de wokisme. Eh bien, le wokisme, on sait, il vient des États-Unis. Et Donald Trump, il va y mettre fin. C'est-à-dire que la première chose qu'il a dite justement après avoir été élu, c'est de dire qu'il interdirait, par exemple, toutes ces questions dans les universités, ces associations woke, etc., qui vont faire la promotion en permanence du transgenre. Justement, il va renforcer en fait ce clivage, quoi, en faisant ça. Non, parce que vous savez, si justement Kamala Harris, elle a perdu notamment des voix chez les minorités, notamment de ces latinos, de ces Afro-Américains, etc. C'est parce que ces gens-là, justement, ils sont beaucoup plus conservateurs que l'était Kamala Harris. Donc sur la question du wokisme, ça va être une très bonne avancée. Ensuite, il y a évidemment une question, je dirais, plus idéologique de fond. C'est-à-dire, c'était Christophe Guilly qui le racontait très bien dans le Figaro ce matin, qui explique qu'en fait, c'est un mouvement de fond dans les sociétés occidentales où la classe moyenne et les classes ouvrières sont en train de s'autonomiser. Ils ne deviennent plus aussi dépendants qu'ils l'étaient avant des médias, des élites, etc. Et ces gens-là, ils ont quoi? Ils ont une double inquiétude, une inquiétude économique et une inquiétude identitaire. C'était la question de l'immigration et la question de l'inflation. Eh bien ça vient en France et en Europe, et ça va permettre de défendre justement ces petites gens qui ont toujours l'impression d'être méprisés et insultés par des gens d'Hollywood qui vont leur donner la bonne leçon. Et ça, c'est quelque chose de nécessaire. Et sur les questions économiques, bien sûr qu'il a raison, Alex, sur le fait qu'il va falloir se débrouiller, mais je trouve que c'est une bonne chose. Moi, pourquoi j'étais plutôt favorable vis-à-vis de Donald Trump? Pas parce que je suis un pro-américain, au contraire, parce que ça va nous permettre justement de nous autonomiser, nous, la France et l'Europe. C'est fondamental. Et ça fait des années qu'on le dit.
toute façon, Biden, on critiquait, on disait Biden en 2020 quand il était élu, Macron était là, c'est génial, il va enfin se tourner vers l'Europe, mais il n'en avait que faire de l'Europe, Biden, de toute façon. On est dans un repli global des États-Unis sur le monde depuis Donald Trump, mais Biden avait poursuivi et Kamala Harris l'aurait poursuivi. Simplement, Donald Trump le fera certainement avec beaucoup plus d'efficacité, et ça on suivra notamment ce qui se passe en Ukraine. Non, et parce que rien n'est dit, s'il échoue sa négociation avec Vladimir Poutine, et c'est ce qui, il peut tout à fait beaucoup plus armer l'Ukraine que nécessaire. On est avec un mec dealer de la part de Donald Trump, donc on va bien voir de toute façon ce qui se passe. Non mais c'est ça, c'est quand je dis qu'il faut être inquiet. Moi, sur le territoire américain, je suis désolé, mais c'est le débat depuis tout à l'heure, je ne sais pas. Ici, il a été élu, c'est qu'il y a des raisons, c'est que il se retrouvait dans sa politique, dans ses propositions. Maintenant, sur la politique, moi qui me concerne ici en France, en Europe, je dis oui qu'on peut être inquiet parce qu'effectivement, il y avait un soutien des Américains vis-à-vis de l'Ukraine qui, à mon avis, va disparaître et très vite parce que le wokisme, c'est intéressant, mais à mon avis, Donald Trump va aussi s'attaquer très vite aux questions internationales et aux fonds qui sont donnés à ce pays pour se défendre, premièrement, et deuxièmement, ça met aussi en danger la relation et l'installation, l'organisation de l'OTAN. Tout simplement, on va devoir tout remettre sur la table à un moment donné. Pour préciser, c'est la réalité. Susan Wiles, donc qui est la nouvelle chef de cabinet de Donald Trump. Également, ceux qui sont vus comme étant secrétaires d'État ne sont pas issus du mouvement MAGA d'origine. Ce sont des gens plus modérés, notamment sur les questions de l'OTAN, mais sur les questions de l'Ukraine. Ce que je veux dire, c'est qu'on va se retrouver, on n'est pas non plus comme en 2016 avec un précaré de radicaux qui est autour de. Mais Eric, il a quand même dit pendant la campagne qu'il annulerait tous les fonds versés à l'Ukraine. Oui, mais c'est de la négociation. On sait très bien ce on sait très bien quand il dit quelque chose, Trump dit qu'est-ce qu'il fait. On voit très bien. Vladimir Poutine et tous les experts internationaux le disent. Il est plutôt inquiet que Donald Trump ait été élu parce qu'il sait que Donald Trump va venir avec un vrai plan. Alors Biden n'en avait pas. Qu'il va être obligé d'une certaine façon de l'accepter et que s'il l'accepte pas, Trump il va dire OK, ben mon gars, je vais armer les Ukrainiens et je vais y aller comme un dingue. Donc au bout du compte, si on a l'arrêt de la guerre en Ukraine, ça veut juste que le Donbass et la Crimée. Mais de toute façon, jamais Donbass et la Crimée. C'est ce que disait Cynthia. C'est ce que disait Cynthia, l'auditrice qui était avec nous. Mais pourquoi ? Parce que Poutine, il est en train de progresser en ce moment en Ukraine et ça ne l'arrangerait pas qu'il ait un deal où uniquement il se contente de ce qu'il a conquis aujourd'hui parce qu'il sait que le temps long, ça joue pour lui. Donc il faut aussi s'adapter par rapport à la nouvelle situation. Dans un instant, Gilles Gansman, Benjamin Glaise, il y aura du débat encore à partir de 11h moins le quart et ce midi aussi avec Alexis Poulain. En attendant les médias et la Starac, Sophia Morgavi, prof de chant, et Ladji Doucouré, prof de sport. Moi, Ladji Doucouré, j'ai le souvenir aussi du 110 mètres, formidable. Oui, bien sûr. On en parlera dans un instant sur Sud Radio. Allez, bon week-end.